Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour 7 nouveaux threads d'horreur. Alors ma petite question du jour, ça va être... je sais plus, attendez, je m'en souviens plus, Ma question du jour c'est est-ce que vous avez des recommandations en termes de films ou de séries? Voilà, en fait c'est pas une question, c'est plus une demande parce que moi en ce moment j'en cherche et je trouve rien, j'aime pas... Donc moi j'ai pas de truc à vous partager. Voilà, je vous avais dit la dernière fois pour le livre parce que j'avais kiffé. Mais là, en termes de séries et films, j'ai rien sous la main. Donc je peux même pas vous le dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager le petit truc. Si tu veux, tu me fais un petit speech en mode ouais, ça parle, c'est un film d'action, c'est un film d'horreur, etc. Fais-toi plaisir, voilà, je vais prendre vos recos et vous allez me servir un petit peu de banque de films et de séries. Voilà, donc merci beaucoup à ceux qui ont joué le jeu parce que franchement, c'est compliqué en ce moment. Mais avant que je vous raconte ces threads d'horreur, sachez que je me suis associé à MyHeritage. MyHeritage, c'est le premier service mondial de recherche sur l'histoire familiale et de tests ADN. C'est vraiment fun et éducatif de construire son arbre généalogique et de découvrir ses origines. Vous pourriez même trouver de nouveaux parents dont vous ignoriez l'existence, ce qui est excitant à mon avis. MyHeritage vous permet de rechercher plus de 20 milliards de documents historiques pour trouver tous les documents des membres de votre famille. Pour vous dire, moi j'ai trouvé un document de recensement de ma grand-mère quand elle était encore aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai pu faire une petite découverte assez marrante, c'est que les prénoms de ses enfants ont été francisés quand ils sont arrivés en France. Jake c'est devenu Jacques et Felipe c'est devenu Philippe. En plus, il y a carrément un outil qui s'appelle Instant Discoveries qui, en fonction des informations que vous avez saisies, fera automatiquement correspondre d'autres enregistrements et informations. Vous pouvez également télécharger, restaurer et partager des photos de famille. Je suis en train de faire tous les liens sur l'arbre généalogique et j'ai pas d'anciennes photos à vous partager pour l'instant. Et franchement, la colorisation, le nettoyage, c'est juste incroyable. En plus de ça, vous pouvez aussi animer ces photos et c'est très cool. Dans l'ensemble, MyHeritage est un site super sympa qui peut vous permettre d'en apprendre beaucoup sur d'où vous venez et votre lignée. Alors commencez dès maintenant avec un essai gratuit de 14 jours du plan MyHeritage Complete. Et ça, vous pouvez le faire en utilisant mon lien en description. Commencez dès aujourd'hui à en apprendre davantage sur votre origine. Allez, je vais pas vous prendre plus de temps, on commence directement avec les histoires. Alors prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. Bon, on a tous des voisins, bien sûr il y en a des plus chiants et des moins chiants. Mais si votre voisin veut votre mort, comment réagiriez-vous? Combien de meurtres se sont produits dans le monde car son voisin ne supportait plus son autre voisin? Ou tout simplement car son voisin était un tueur ou un malade mental qui n'était pas soigné. Eh bien, beaucoup plus qu'on ne le pense, croyez-moi. Et c'est ce que l'on va voir avec l'histoire de Sonia. Sonia, c'est une jeune femme plutôt banale. Elle a emménagé dans un nouvel appartement l'été dernier en colocation avec un bon pote à elle. Tout se passe nickel, mais très vite, juste quelques semaines plus tard, ils commencent à entendre leurs voisins crier des choses comme « Venez me chercher, bande de je vous attends, je veux vous tuer, sale petite » et encore plein d'autres choses bien plus terribles. Naturellement, elle pense que son voisin est au téléphone avec quelqu'un ou que, je sais pas, il est en train de jouer à des jeux vidéo. Quelques jours après, rebelote. Elle entend que quelqu'un hurle sur quelqu'un au téléphone. Jusque-là, rien d'anormal. Enfin, c'est une dispute banale, pas vrai? Rappelez-vous, elle a emménagé en été, donc les nuits sont plutôt chaudes. Une nuit, elle dort donc, la fenêtre ouverte. Et d'un coup, elle entend hurler. Ce hurlement vient de ce fameux voisin, qui cette fois est à la fenêtre juste en dessous de la sienne. Donc elle entend tout ce qu'il hurle très clairement. Ça fait des années que vous me harcelez, bande de s***pards. Je vais tous vous buter, je vais vous découper, bande de fumier. Ça va très mal finir pour vous. À la différence des autres fois, elle entend très bien ce qu'il dit et elle se rend à l'évidence. Le monsieur n'est pas au téléphone, mais il hurle tout seul, ce qui n'est pas très rassurant quand même. Tandis qu'elle se fait la réflexion que son voisin est atteint, celui-ci dit alors « Eh toi numéro 7, t'es la pire des... Si je te croise dans l'escalier, je vais te saigner. » Et comment vous dire, numéro 7 c'est Sonia, c'est bien là où elle habite. Alors pourquoi son voisin qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam veut la voir pour la saigner? Alors qu'en vrai, ils se connaissent pas du tout. Le pire c'est qu'elle ne l'a jamais vue en personne. Ni une ni deux, elle prend son courage à deux mains, ferme la fenêtre et appelle son propriétaire pour lui demander qu'est-ce que c'est que ce bordel. Celui-ci lui répond que le voisin en question est un vieux monsieur, un petit peu dérangé, mais qu'il est probablement inoffensif. Il lui dit qu'elle doit aller le voir pour se présenter et dissiper tout ce malentendu. Le lendemain, elle s'exécute et va rendre visite à ce charmant voisin pour se présenter. À peine a-t-elle frappé à la porte de celui-ci que sa porte s'ouvre d'un grand coup sec. Il se tenait manifestement juste derrière la porte.
La porte est maintenant ouverte et à l'intérieur c'est sale, en désordre, et il y a un monsieur en slip de 60 ans. Il est tout sec, il a les cheveux longs, gras et blancs et il est barbu. Et il la regarde avec un regard de fou. Elle se présente et lui explique ce qu'elle entend, qu'il allait la saigner. Et lui dit qu'elle est très incommodée puisque la numéro 7, en fait c'est elle. Là, il lui dit un dialogue surréaliste où, comme quoi, depuis qu'elle est arrivée, il entend tout. Et qu'il entend qu'elle dit qu'il allait payer pour tout ce qu'il a fait. Et il lui dit également qu'il sait très bien que Sonia fait partie des petits malins qui hurlent son nom dehors dès qu'il a la fenêtre fermée. Et qu'ils disparaissent dès qu'il ouvre pour regarder qui est là. Là, elle sait que son voisin est sévèrement atteint. Elle essaye pendant longtemps de dissiper ce malentendu et lui dire qu'elle n'a rien contre lui, qu'elle ne le connaît pas et qu'ils sont très calmes dans l'appartement. Elle lui dit qu'il doit confondre mais rien n'y fait, il campe sur ses positions et il finit par partir. S'ensuit alors dans les mois suivants des hurlements réguliers avec des « je vais vous écarter les cuisses et vous bider, je vais vous buter bande de con, je vais vous massacrer, ça va finir en bain de sang, je vais venir chez vous et vous égorger ». Et ça on en passe et on en passe encore. Sonia a plusieurs fois appelé son propriétaire pour qu'il intervienne mais rien ne change. D'ailleurs, son voisin s'amuse ces derniers temps à ouvrir la porte d'un seul coup quand il passe. Il les regarde avec un regard de fou, mais il ne dit rien. Puis enfin, quand ils ne sont plus dans son champ de vision, il les insulte et il les menace dès qu'ils rentrent chez eux ou qu'ils sortent de chez eux. Ils l'entendent grommeler derrière sa porte et il tambourine parfois sur les murs. Et parfois, il claque sa porte en boucle. C'est très épuisant psychologiquement pour elle. D'ailleurs, ils ont tellement peur qu'ils marchent sur la pointe des pieds dans les escaliers pour descendre ou monter. Sonia ne sait pas quoi faire pour que cela cesse. Et avec l'augmentation de la fréquence de ces petits happenings surprises, elle commence à s'inquiéter qu'ils mettent ses menaces à exécution. Bien sûr, elle a pensé à partir, mais elle est étudiante, donc elle ne roule pas sur l'or. Et ça l'ennuie de devoir quitter son logement à cause d'un fou furieux qui vit sous son plancher. Elle ne veut pas non plus en venir aux mains avec lui, elle n'a pas envie que ça dégénère. Elle espère juste ne jamais le croiser avec un couteau à la main dans les escaliers. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Ma foi, un bon voisin bien flippant. J'espère que vous n'avez pas des voisins aussi chiants et aussi flippants. Parce que clairement, il met des menaces. En fait, est-ce que c'est que des menaces et un jour il va passer à l'action et là t'es en mode salut, ciao. Hein, parce que vraiment, coup de couteau, bam bam. Il est trop chelou. Bref, histoire de fou, on va passer au prochain thread d'horreur. Et si par malheur vous allez vous coucher, mais que dans votre rêve vous entendez une petite berceuse. Une petite berceuse qui est normalement faite pour endormir les bébés. Mais que cette berceuse se transforme petit à petit en quelque chose de beaucoup plus horrible. Voici l'histoire de Yumi, et elle a 12 ans quand ces expériences bizarres, étranges se sont produites. Cette nuit-là, vers 3 h du matin, elle est réveillée par la voix d'une femme qui répète des voyelles A, E, I, O, U. Yumi, elle est intriguée, elle se lève pour enquêter sur l'origine de ce son mystérieux, mais malgré ses recherches, elle ne trouve rien. Elle se dit alors que peut-être elle a dû rêver, alors elle repart se coucher. Mais quelques temps après, elle entend que ses voyelles recommencent à résonner. Cette fois, elle décide de se lever et d'aller explorer la maison, à l'exception du garage par peur d'y pénétrer la nuit. De retour dans sa chambre, elle remarque une grande ombre qui se rapproche d'elle, amplifiant le son des voyelles de manière inquiétante. Prise de panique, elle enfouit sa tête sous sa couverture. Une fois le retour du silence, elle décide de compter jusqu'à 40 pour lui laisser une marge de sécurité. Une fois calmée, elle relève la couverture pour constater que l'ombre a disparu. Cependant, quelques instants plus tard, la voix a de nouveau retenti, mais sans l'ombre cette fois-ci. Une fois le silence revenu, elle décide de réveiller son frère et de tout lui raconter. Au début, il est un peu perdu et il comprend pas ce qu'elle lui dit, sûrement parce qu'elle parle trop vite et qu'elle panique un petit peu. Son frère lui répond qu'elle a probablement rêvé et qu'elle peut être somnambule ou autre chose dans le genre. Mais ses paroles sont interrompues par le retour de cette voix mystérieuse. Ni lui ni elle sont en train de parler, ils sont là en train d'attendre. Et ils écoutent cette voix répéter inlassablement les mêmes lettres. Après ce moment de terreur, ils décident de fouiller chaque recoin de la maison et réveillent même leurs parents pour les aider. Et c'est malheureusement dans ce garage qu'ils vont faire une découverte troublante. La porte arrière est grande ouverte alors que personne de la famille ne l'utilise. Le lendemain, au petit déjeuner, elle est avec son frère et d'un coup, ils entendent 3 coups sourds contre les volets fermés. Tétanisés, ils restent immobiles, même après que leurs parents ont vérifié l'extérieur. Ils n'ont trouvé aucune explication à cette histoire. Depuis, il n'y a plus rien d'étrange qui s'est produit, mais elle reste troublée par cette voix qui récite les voyelles, sans jamais prononcer la lettre Y qui est la première lettre de son prénom. D'ailleurs, faut savoir que toutes les autres voyelles sont les premières lettres des prénoms de sa famille.
Et d'ailleurs, cette histoire, c'est l'histoire d'une abonnée, donc un grand merci à toi de nous l'avoir partagé. Ouais, je me suis fait exactement la même réflexion. Au début, c'était A-E-I-O-U, et j'étais en mode, mais il est où le Y? Et bah non, justement, pas de Y parce que on sait pas en fait, je viens de capter. Non, on ne sait pas et c'est très bizarre pourquoi la personne, et je me suis demandé si c'était pas quelqu'un qui les connaissait et qui du coup voulait leur faire une sorte de prank ou un truc, même si c'est pas marrant. Mais ouais, je sais pas, franchement j'ai pas d'explication, donc si vous en avez, n'hésitez pas, petite théorie dans les commentaires. Allez, on passe au prochain thread d'horreur. On a tous plus ou moins entendu parler de personnes qui se font suivre ou qui se font kidnapper au bord de la route, ou même agresser. Surtout des jeunes filles qui sont en général mineures ou alors très jeunes. Eh bien c'est ce qui va arriver à notre jeune Fanny qui, quand son histoire se déroule, a 15 ans. Un soir, elle est au cinéma de son village avec son groupe d'amis, mais rien de plus banal en soi. À la fin de la séance, ils passent beaucoup de temps devant le cinéma à parler entre eux. Avant de partir au cinéma, Fanny s'est pris la tête avec son copain qui n'est pas là d'ailleurs. Et donc, elle s'est mise un peu à l'écart de tout le monde. Un des petits frères de l'un de ses amis est venu la voir pour discuter. À ce moment-là, elle apprend aussi une information concernant son petit copain qui la met encore plus mal à l'aise qu'elle l'est déjà. Donc, au moment de rentrer chez eux, il est vers 1-2 heures du matin et elle décide de rentrer seule à pied. Les autres partent de l'autre côté du village et un ami à elle lui propose que ses parents la ramènent. Mais elle refuse car elle est tendue et elle veut marcher et écouter de la musique pour se détendre. Elle emprunte alors le chemin qui n'est qu'une ligne droite qui dure environ 15-20 minutes. Fanny sort du centre-ville, soit après 10 minutes. Elle croise une voiture qui roule de l'autre côté de la route et qui va donc dans la même direction qu'elle. Elle trouve ça un petit peu bizarre étant donné qu'elle habite dans un village et qu'à cette heure-ci, normalement, elle n'est censée croiser personne. Mais cette pensée part très vite étant donné qu'il y a une boîte de nuit pas très loin, c'est à quelques kilomètres. Et elle se dit que ces personnes doivent s'y rendre. Avant d'arriver à l'entrée de son quartier, la ligne droite se termine par un rond-point. Elle est encore sur cette ligne lorsque la voiture ralentit à son niveau petit à petit. Et elle décide de couper la musique pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer autour d'elle. Après quelques secondes qui lui semblent être une éternité, la voiture part et elle se sent soulagée. Mais lorsqu'elle regarde au loin, elle se rend compte que la voiture fait le tour du rond-point et arrive petit à petit de son côté à sa hauteur. Là, elle ne sait pas quoi faire, elle est pétrifiée, alors elle marche juste plus vite. La voiture arrive à son niveau et c'est une grosse voiture vitre teintée, une fenêtre descend et la laisse apercevoir 4 jeunes hommes qui se trouvent à l'intérieur. Et au même moment, la porte arrière de la voiture s'ouvre. Prise de panique, elle ne cherche pas à en savoir plus et elle se met à courir comme jamais. Franchement, elle pense que la peur lui a donné un super pouvoir tellement elle sprint. Elle continue de courir et se rend vite compte que la voiture a fait demi-tour pour la poursuivre. Fanny arrive au rond-point et donc à l'entrée de son quartier. Elle a quelques secondes pour prendre une décision. Elle habite à 2 rues de l'entrée et son copain habite la première maison de l'entrée de son quartier. Ni une ni deux, elle voit que la voiture se rapproche d'elle à toute vitesse. Elle escalade alors le portail de chez lui et se cache dans le jardin. Fanny lève la tête pour voir ce qui est en train de se passer et elle voit la voiture passer devant la maison et faire des tours dans la rue. Elle reste cachée bien 20-30 minutes avant de prendre son courage à deux mains et de sortir en courant jusqu'à chez elle. Elle ne sait pas ce que lui voulaient ces hommes, mais elle reste persuadée que pour suivre une jeune fille de la sorte, les intentions n'étaient pas très bonnes. Et je pense que sa conclusion, elle conclut toute l'histoire, vraiment il n'y a rien à dire de plus, c'est que effectivement leurs intentions sont mauvaises. Voilà, là chaque fois que je parle d'intentions mauvaises, oui j'ai une ref, je sais pas si toi aussi tu l'as, mais ça va être la carte du maraudeur dans Harry Potter. Forcément, voilà, c'est la ref que j'ai, malheureusement on s'écarte du sujet, mais je pense qu'elle a tout dit, donc voilà. On va passer à la prochaine histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Estelle. Elle vient raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques années. C'était l'été, juste avant le Covid. Estelle est partie en vacances avec ses parents, sa sœur, son oncle, sa tante et ses 2 cousines. Petite info, ils étaient dans une ville où elle allait chaque année pour le ski. Mais ils avaient commencé à y aller en été. L'histoire qu'elle va raconter s'est passée la 2e fois qu'ils y sont allés en été. Précision, l'histoire se passe un soir. Ils étaient dans la ville et devaient aller dans une petite boulangerie pour chercher un panier. C'est un petit truc que l'on peut acheter dans certains magasins où ils mettent les choses non vendues de la journée. Estelle est avec sa sœur et ses cousines et elles sont allées à pied puisqu'entre la maison et la boulangerie il devait y avoir à peine 800 mètres. Estelle ne parle pas énormément avec ses cousines et sa sœur car elle parle très souvent de manicure ou de trucs comme ça. Et elle déteste ça car elle est une fille trans, née fille et voulant être un homme, donc elle a un look plutôt masculin.
Petit aparté, ça n'a pas été précisé qu'il fallait mettre le pronom IL, donc je sais pas, j'ai juste mis elle. Voilà, donc je suis désolé si jamais la personne passe par là, bah c'était pas écrit dans le thread, donc voilà. Ses cousines et sa sœur sont en train de parler et Estelle était derrière en train de regarder les voitures. À un moment donné, elle voit une voiture avec les phares allumés et elle se dit d'abord que ce sont des personnes qui étaient en balade et qui rentraient chez elle. Si elle se souvient bien, il devait être entre 21h et 22h. Mais quelque chose la dérange car elle a vu la voiture s'approcher d'eux et elle a commencé à avoir mal au ventre. Elle avait 13 ans et demi à peu près quand c'est arrivé et elle ne savait pas pourquoi elle avait mal au ventre. Elle regarde ses cousines et sa sœur mais elles n'ont pas remarqué cette voiture. Donc elle retourne son attention sur cette voiture. Et elle peut remarquer que le véhicule est noir avec les vitres arrière teintées. Quand elle regarde la vitre avant pour voir si c'est quelqu'un qu'elle connaît, elle voit la personne la regarder au même moment puis accélérer pour partir. Rien d'autre de bizarre ne se passe pendant l'allée, mais au retour, il repasse par le même chemin. Elle n'en a toujours pas parlé avec ses cousines et sa sœur puisqu'elles n'ont pas l'air d'avoir remarqué cette voiture. Ses cousines et sa sœur disent qu'elles peuvent alors se poser à une aire de jeu. Il y a 2 bancs l'un en face de l'autre. L'un d'eux est face au parking et l'autre est dos au parking, assez proche du parking étant donné que l'aire de jeu est entourée d'un grillage et la seule entrée est sur un chemin à gauche. Estelle se pose sur le banc où elle peut voir le parking à côté d'une de ses cousines et sa sœur et son autre cousine se mettent en face d'elle. Elle parle et au bout d'un moment, une voiture arrive et se gare de façon à être en face d'elle. Les phares sont tournés clairement vers elle. Forcément, elles sont aveuglées par ces phares et elles ne reconnaissent pas la voiture. Au bout d'un moment, elle décide de partir et la voiture est toujours là. En passant à côté de la voiture, c'est là qu'Estelle voit que c'est la même voiture qui les avait suivis un petit peu plus tôt. Et encore une fois, elle ressent le même mal de ventre qui était parti quand la voiture était partie un petit peu plus tôt. Elles sortent du parking et la voiture les suit encore une fois. Là, c'est la 2e fois qu'elle les suit. Donc Estelle le dit à ses cousines et sa sœur. Et elles se mettent à courir étant donné qu'elles n'étaient plus très loin de leur maison. Quand elles sont rentrées, ses cousines et sa sœur se mettent à rire en disant qu'elles ont couru pour absolument rien. Elles sont en train de dire que ce n'est rien, mais Estelle pense toujours que cet homme avait de mauvaises intentions. Et de son côté, elle pense qu'il était parti la première fois quand il l'a vu, car elle avait un look masculin et qu'il voulait faire quelque chose à sa sœur et ses cousines. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. En termes de conclusion, j'en ai pas beaucoup, donc on va passer au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Fiona et elle a actuellement 39 ans et vit en Écosse. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée quand elle avait à peu près 1 ou 2 ans. Malheureusement, quand elle avait un peu moins d'1 an, le grand-père de sa mère est décédé. Il était malade depuis un certain temps après avoir souffert d'un accident vasculaire cérébral. Avant son décès, sa mère l'emmenait quotidiennement lui rendre visite, ainsi qu'à son arrière-grand-mère. C'était un homme axé sur la famille et il adorait Fiona. La mère de Fiona lui disait combien il aimait passer du temps avec elle. Il aimait la chatouiller et il adorait le son de son rire. Environ 3 mois après son décès, sa mère et son père ont été réveillés une nuit par des rires venant de sa chambre. Lorsqu'ils sont tous les deux entrés dans sa chambre, ils l'ont trouvé allongé dans son lit en train de rouler en riant. Ils l'ont de nouveau installé pour la nuit sans trop y penser jusqu'à ce que cela se reproduise la nuit suivante et chaque nuit par la suite. Cela a continué pendant les 2 mois suivants et cela a naturellement commencé à effrayer son père. D'un autre côté, sa mère et sa famille ont commencé à se demander si elle recevait peut-être des visites pendant la nuit. Au fil des semaines, avec un peu de développement de parole, elle a commencé à donner à sa mère et à son père des détails sur ses rires nocturnes. Une fois que son discours a commencé à se développer, elle a commencé à leur donner des indices sur ce qu'elle trouvait de si drôle aux petites heures du matin. Une nuit, ses parents ont été réveillés par le son de son rire. Ils sont rapidement entrés dans sa chambre et l'ont trouvé debout dans son lit, regardant le lit juste en face d'elle. Ses parents lui ont demandé « Qu'est-ce qu'il y a, Fiona ?» et elle a répondu « Homme » en désignant le lit. Cela a continué, mais au fil des semaines, les parents ont eu plus d'informations. La petite fille disait des choses comme « Chatouille-moi » et ils l'entendaient également crier « Mais non, arrête de me chatouiller ». Fiona a commencé à le décrire. Elle a dit qu'il avait un chapeau et un visage avec une moustache. Son arrière-grand-père, décédé quand elle avait à peu près 1 an, portait un bonnet, un chapeau écossais traditionnel et une moustache. Sa famille est convaincue qu'elle recevait la visite de son défunt arrière-grand-père. Une fois qu'elle a commencé à donner ces informations, ses visites nocturnes et ses rires ont cessé. Il y a environ 17 ans, un médium lui a dit qu'elle avait un esprit masculin avec elle qui veillait sur elle. Il lui a dit qu'il a toujours été avec elle depuis qu'elle est bébé. Cet homme a donné son prénom au médium et lui a dit qu'il s'appelait Tom.
Et je pense que vous vous en doutez, mais l'arrière-grand-père décédé s'appelait bien évidemment Tom. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette petite histoire qui est ma foi vraiment cool. Voilà, je pense que le truc s'est perpétué un petit peu, les petites chatouilles et tout, bah voilà. Un petit message. Je sais pas quoi dire de plus sur ce thread, donc on va passer au prochain. Alors juste avant que commence ce 6ème thread horreur, si tu kiffes la vidéo et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et si c'est également pas fait, je t'invite à t'abonner, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos sur la chaîne. On a entre 2 à 3 vidéos par semaine. Voilà, comme ça t'es prévenu. Allez, on reprend avec la vidéo. L'histoire qu'Andrea voudrait partager a eu lieu il y a 6 ou 7 ans et a été vraiment terrifiante sur le moment, surtout de la façon dont elle l'a vécu. Tout d'abord, laissez-moi planter le décor qui a toute son importance. À l'époque, Andrea a une quinzaine d'années et elle vit chez ses parents, avec ses 2 petites sœurs alors âgées de 13 et 11 ans. Ils habitent dans une commune périphérique d'une ville de taille respectable. Donc pas une grande ville avec une banlieue, mais une ville tout de même. Leur maison n'est pas isolée puisqu'elle est dans la commune, mais elle est assez excentrée et elle a une particularité qui l'éloigne des autres habitations. Elle est entourée par un bois public qui s'étire au loin, sur plusieurs dizaines de kilomètres. La maison d'Andrea est perchée sur une colline, cette dernière étant leur jardin. Elle était donc ceinturée d'un vaste espace, boisé lui aussi et clôturé. Autant vous dire que c'est un jardin plutôt inhabituel en raison de sa taille. D'un côté de la colline se trouve la première route plutôt fréquentée à environ 500 mètres de la maison. De l'autre, il y a directement les bois publics à une centaine de mètres de la maison. Leur jardin y est même relié par un portail rouillé, maintenu par une simple chaîne et un petit cadenas. Depuis la maison, le salon dessert le jardin par une multitude de larges baies vitrées. Maintenant que le décor est planté, revenons à cette soirée dont Andrea veut raconter les événements. Son père est absent, parti en voyage d'affaires comme souvent. Elle est donc seule avec sa mère et ses 2 petites sœurs. Elles sont confortablement installées dans le salon, blotties dans le canapé et regardent un film. La nuit est tombée, le ciel est d'un noir d'encre. C'est une soirée d'été qui vient achever une chaude journée. Alors toutes les baies vitrées sont grandes ouvertes pour laisser pénétrer l'air nocturne frais. Il y a le son de la télé, mais par-dessus, elles ont entendu des bruits par les baies vitrées qu'elles n'ont pas identifiées tout de suite. Elles n'y ont pas prêté attention au début, sauf que le bruit se rapproche. Il est de plus en plus fort et même assourdissant. Elles sont allées dehors puisque là, elles savent parfaitement ce qui fait ce vacarme. C'est un hélicoptère. Mais il est 23 h passées et c'est étrange de voir voler un hélicoptère si tardivement. Autre détail inhabituel, ce véhicule est passé plus proche du haut de leur colline qu'aucun avant ne l'avait jamais fait. Il est d'ailleurs très rare que des hélicoptères survolent leur maison, ne serait-ce que de jour. Ses phares les ont aveuglées et elles ont cru qu'il allait partir. Mais il s'est mis à tourner en rond autour de leur colline. Il semblait chercher quelque chose. Il survole plus particulièrement la portion du bois public qui commence à partir du fond de leur jardin. Vaguement inquiètes et surtout curieuses face à cette situation très étrange, elles se tiennent là, toujours dehors à observer. Et là, d'un coup, elle reçoit un appel d'une amie proche de leur mère vivant à proximité. Sa voix paniquée et pressante les a alertés immédiatement. Mais rien n'aurait pu les préparer à la terreur qui les a envahis en l'écoutant. « Ouais, vous êtes chez vous ce soir ? Bon, je veux pas vous effrayer, mais vous avez dû voir un hélicoptère fouiller les bois près de chez vous. Un homme s'est échappé de chez ses parents qui habitent à 1 heure d'ici. Il était chez eux sous visite contrôlée. Il est normalement en asile. C'est un homme reconnu comme dangereux et violent. La police le cherche. Il a été aperçu en début de soirée tout près de chez vous, dans les bois. Quoi ? Ton père Arthur n'est pas là ? Enfermez-vous et verrouillez toutes les entrées. » Évidemment, après cet appel, elles sont toutes terrifiées. L'obscurité de la nuit devient alors d'une noirceur oppressante et menaçante. Les arbres devenaient autant de potentiels abris pour un homme fou en fuite. Et s'il était dans leur jardin ? Et s'il les observait, les regardant dans la nuit dehors, facilement repérables? Et s'il cherche à rentrer dans la maison pour se cacher par une des nombreuses portes ou fenêtres ouvertes actuellement? La peur prend le contrôle de leur esprit et l'imagination d'Andrea s'emballe. L'hélicoptère s'éloigne pendant ce temps. Ses petites sœurs pleurent, ce qui augmente l'angoisse générale. Sa mère et elle ont couru de tous les côtés pour barricader toutes les portes, toutes les fenêtres. Andrea a peur de voir à tout moment une silhouette émerger de la nuit et foncer sur elle. Une fois enfermée, Andrea et sa famille sont restés dans le salon. Sa mère a passé d'autres coups de fil à des amis des environs. Et tous semblaient au courant de cette histoire, leur confirmant la nécessité de rester prudemment enfermés. Apparemment, le mot a fait le tour pendant la soirée que cet homme avait été aperçu dans les bois de leur commune.
D'autres personnes les ont appelées d'elles-mêmes, comme la première femme pour les mettre en garde. Personne d'autre qu'elle ne vivait si près de ces bois. Ces appels les plongent toujours un petit peu plus dans leur peur. La soirée et la nuit furent longues et éprouvantes. Elles imaginaient cet inconnu rôder dehors, en fuite, détraqué, dangereux. Andrea n'a pas pu dormir. Le lendemain matin, sa mère les a accompagnés en voiture au collège et à l'école, au lieu de les laisser partir en vélo comme d'habitude. Le soir, l'ami qui les avait appelés en premier les a rappelés et elle leur a donné le fin mot de l'histoire. L'homme recherché était schizophrène et avait 25 ans. Il a été retrouvé le matin de ce jour-là à une bonne vingtaine de kilomètres de chez Andrea, au bord d'une route le long du bois. Malheureusement, mort. Il s'était en effet échappé d'un centre de soins psychiatriques et était recherché parce qu'il était dangereux. Mais il était dangereux pour lui-même également. Il a été retrouvé sous substance et il était recherché car il devait être surveillé en permanence normalement. Quand il s'est échappé de chez lui, il faisait une crise liée à sa maladie mentale et aggravée par la substance. C'est pour ça que la police prévenue par ses parents le recherchait activement. Quand il a été aperçu en début de soirée, il semblait en mauvais état. Il est mort de cette crise et probablement d'overdose. Andrea se rappelle encore de la peur qui la tiraillait et qui l'avait maintenue éveillée toute la nuit. Le lendemain soir, quand elles ont su la vérité, Andrea a ressenti en premier du soulagement, car le poids qui pesait sur elle s'est levé. Immédiatement après, elle s'est sentie honteuse de ressentir un soulagement, alors que cet homme est malheureusement mort. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Malheureusement, effectivement, la soirée devait être vraiment angoissante. On te dépeint le comportement de quelqu'un qui est fou, qui sort d'un asile psychiatrique, qui est potentiellement dangereux. On ne dit pas de quoi il est dangereux, tu sais juste qu'il est dangereux et qu'il rôde dans les bois. Et que ta maison, possiblement, voilà, elle n'est pas infaillible non plus. Donc tu te dis, imagine le mec qui rentre et tout, voilà. Donc ça fait très peur. Et au final, non, la fin est... Voilà. Allez, on va passer au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Miranda et ça date de l'époque où elle vivait dans la campagne du Midwest. C'était il y a environ 10 ans. Elle habitait dans une maison juste à côté de l'autoroute. Sa maison était située entre deux villes. Leur maison avait une très grande allée circulaire. Donc si tu conduis dans l'allée, tu te diriges directement vers la grange et si tu tournes à droite, tu peux aller te garer dans le garage. Et si tu dépasses le garage, tu peux faire le tour devant la maison et revenir au point de départ. Bref, la maison a une grande porte double à l'avant qu'ils utilisaient que très rarement. Ils utilisaient toujours la porte qui se trouvait à l'intérieur du garage. Un soir, très tard, la sonnette a retenti. Son mari, leur fille de 3 ans et elle dormaient tous. Du coup, ça l'a réveillée et elle a pensé qu'elle rêvait peut-être. Mais non, ça a sonné encore. Elle a réveillé son mari, elle pense vraiment qu'elle se fait des films et qu'elle entend des choses jusqu'à ce que vraiment ça sonne à nouveau. Elle regarde par la fenêtre sauf qu'il fait très sombre dehors. Mais heureusement, il y a quand même la lumière de la lune qui éclaire une partie de l'allée. Malheureusement, elle ne peut pas vraiment voir les portes d'entrée à moins d'ouvrir en grand la fenêtre, de se pencher et de regarder dehors. Du coup, son mari s'est levé et le couple est descendu en bas. De son côté, Miranda, c'est simple, elle veut appeler la police. Mais comme elle habite à la limite du comté, elle sait très bien qu'ils vont mettre un certain temps à arriver. Du coup, le couple est descendu et il se retrouve maintenant devant la porte. Le mari l'ouvre et devant eux se trouve une petite jeune femme qui se trouve être dans la vingtaine. Elle a l'air normale à part le fait qu'elle se tient devant leur porte au milieu de la nuit. Miranda regarde devant elle et elle a pu voir une voiture garée dans l'allée juste à côté de la route, prête à repartir. Elle est vraiment pas venue jusqu'à la maison. Cette jeune femme leur a alors dit qu'elle devait utiliser leur téléphone. Elle a également dit que la batterie de sa voiture était morte ou quelque chose comme ça et qu'elle n'était pas sûre mais qu'elle n'arrivait pas à la démarrer. Miranda a alors chuchoté à son mari que c'était comme ça que les films d'horreur commençaient et ils ont proposé d'appeler la police. De son côté, la fille a insisté encore et encore mais ils ne l'ont pas laissé rentrer. Ils lui ont dit qu'ils allaient appeler la police et allaient partir en quelque sorte. Ils l'ont regardé retourner à la voiture, peut-être à une vingtaine de mètres. Miranda peut voir plus ou moins la voiture. Elle a appelé la police et ils ont dit qu'ils seraient là dès qu'ils le pourraient. La police leur a dit qu'il leur faudrait une bonne quinzaine de minutes pour arriver. Ils n'avaient pas l'air très inquiets et à ce stade, Miranda ne l'était pas vraiment non plus. Elle se dit c'est juste une jeune fille, son histoire ça a l'air ok, elle a probablement une batterie à plat. Sauf que pendant ce temps-là, la fille a ouvert le coffre. Aucune lumière ne s'est allumée. Elle a fouillé dans son coffre et ensuite la porte côté conducteur s'est ouverte. Un gars est sorti, ensuite la porte arrière du passager s'est également ouverte et un autre gars en est sorti. Ils se sont tous mis à fouiller dans le coffre et aucune lumière n'était allumée sur cette voiture. Miranda ne les entend pas parler et ne peut pas dire ce qu'ils sont vraiment en train de faire dans ce coffre.
Après un certain temps, ils sont tous remontés dans la voiture. Maintenant, à ce stade, ça fait quoi 5 minutes qui se sont écoulées et Miranda prie silencieusement pour que le shérif mette le pied au plancher et qu'il arrive rapidement. Mais elle sait que malheureusement, il va lui falloir encore une bonne dizaine de minutes. Ces individus sont restés assis là, dans la voiture, les lumières éteintes sans bouger. Miranda ne peut pas les voir étant donné qu'ils sont dans la voiture et sans aucune lumière allumée. Mais elle sait qu'ils sont là. Elle sait qu'ils ne sont pas sortis de la voiture et qu'ils ne sont pas passés devant la maison parce que sinon ils auraient dû marcher juste sous la lumière de la lune. Et forcément, elle les aurait vus. Par contre, elle croit apercevoir l'un des hommes s'allumer une petite cigarette. Puis, elle a vu quelque chose. Quelqu'un se dirigeait vers la voiture par la droite, venant de la direction de leur grange. C'est un homme et elle n'a aucune idée de qui est cet homme. Miranda n'a pas de voisin à au moins 1 kilomètre. Et en plus de ça, le gars venait de l'arrière de leur propriété qui se terminait dans un ruisseau. Il a marché sous la lumière de la lune directement vers la voiture. Il ne regardait clairement pas la maison. Il se dirigeait simplement vers la voiture et il est monté à l'arrière. La voiture a démarré et ils ont reculé lentement hors de l'allée et se sont dirigés vers le nord. Les policiers sont arrivés environ 10 minutes plus tard et à ce moment-là, oui, Miranda paniquait. Ils ont cherché partout mais n'ont rien trouvé. Les policiers leur ont demandé s'ils avaient vu une plaque d'immatriculation. Mais malheureusement, ils étaient garés trop loin. La police leur a alors dit de rappeler si jamais ces gens revenaient. Au cas où, son mari est allé chercher son fusil de chasse et ils ont essayé de se rendormir. Ces gens chelous ne sont jamais revenus. Elle ne sait pas qui étaient ces gens et elle ne sait pas ce qu'ils voulaient. Des gens effrayants dans une voiture sans batterie à plat qu'ils ne reverront plus jamais. Bon, la batterie à plat, mais les mecs qui démarrent, enfin, il y a trop de trucs chelous, il y a des incohérences. La jeune fille, elle vient voir là à la porte et tout, mais j'ai l'impression que c'est soit un cambriolage ou un truc comme ça, ou un guet-apens, mais ils se disent, ah non, je sais pas, il y a le mari, il y a les enfants, peut-être un truc comme ça, je sais pas, ils sont en mode, ah non, vas-y, ils ont des remords ou quoi, mais non. Je remercie MyHeritage de m'accompagner et me soutenir sur cette vidéo. Si toi aussi tu veux en savoir plus sur ton arbre généalogique et découvrir tes origines, clique sur le lien en description ou en commentaire épinglé. C'est trop chelou. Bon voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de ces threads d'horreur. Si vous avez kiffé, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si jamais t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.